Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Mille Voix du succès. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Maître Geneviève Richard, qui est avocate au ministère de la Justice du Québec et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Et aussi, on doit mentionner, c'est la Journée nationale des Autochtones aujourd'hui, donc ça tombe bien puisque Geneviève Richard, c'est une avocate en droit des Autochtones. Et aujourd'hui, en fait, on fait un portrait global du droit autochtone, du droit des Autochtones. Notez bien, ce n'est pas la même chose. Écoutez pour en savoir plus. Mais on entre aussi dans des sujets un peu plus délicats. Donc, un petit avertissement, tu sais, on va toucher certains sujets plus sensibles qui sont, ma foi, difficiles d'écoute. Certaines horreurs. Donc, vous en êtes avertis, ceux plus sensibles au cœur, tu sais, soyez prêts. Donc, pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, Inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. bienvenue, chers amis. À Mille et une voix du succès. Bonjour et bienvenue à Mille et une voix du succès. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Maître Richard. Donc, bonjour. Bonjour. On va la tutoyer pour le but de cette discussion, formalité. Et puis, c'est ça, on aimerait reconnaître premièrement que c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Et on va prendre un moment pour reconnaître qu'on se situe en ce moment sur le campus principal de l'Université de Sherbrooke, qui se situe sur le territoire non cédé de la nation Wabanaki, qui est le territoire Ndakina. Donc, est-ce qu'on commence la discussion comme on a dit qu'on le commencerait? C'est excellent. Excellent. Fantastique. Donc, tout d'abord, Kwai, messieurs, merci de me recevoir. Donc, ça veut dire bonjour en langue abénaki. Quoi Donc, alors? Kwai. Exact. Je suis très, très contente de pouvoir être là, de pouvoir discuter de justice autochtone avec vous. Là. C'est vraiment un honneur, surtout en cette journée particulière de la journée Oui, nationale. c'est bien tombé. Hein? Ouais, Ouais, quand même, vraiment. 21 juin, Ouais, j'adore. on est vraiment contents. Puis merci aussi pour ton temps, c'est super Ça apprécié. fait plaisir. Ben, je pense qu'on commencerait ça fort par présente-toi, une petite présentation, ton Qui parcours. suis-je? Ouais, exactement, c'est ça. Comment est-ce qu'on est aujourd'hui assis l'un en face de l'autre? Alors, qui suis-je ou vais-je? Donc, Geneviève Richard, je suis avocate spécialisée en droit des peuples autochtones. Ça fait environ une dizaine d'années que je travaille exclusivement en droit des Autochtones. Je suis une fière étudiante de l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai commencé ici, j'ai fait mon bac en droit et sciences de la vie, que j'ai converti en maîtrise par la suite. Donc, petit parcours plus en biologie moléculaire à l'époque. Et mon stage du barreau, je l'ai effectué directement en Abitibi-Témiscamingue parce que j'avais déjà en tête de travailler avec la nation Cri, donc la nation qui se trouve sur la baie James, le territoire Iouiski. Donc, j'ai travaillé plusieurs années en Abitibi-Témiscamingue, à Amos et à Val-d'Or. Et c'est là aussi où, suite à mon parcours en privé, en cabinet privé, donc je faisais vraiment plus du droit constitutionnel avec les CRI. Ensuite, j'ai été nommée procureure de la commission Vient. Donc, on risque d'en parler un petit peu plus tard, là, de son long nom. Là. Donc, la commission Vient, et j'ai fait ça pendant presque toute la durée du mandat, qui est une commission d'enquête très importante au Québec par rapport aux peuples autochtones, qui m'a donné une grande perspective beaucoup plus large des droits des peuples autochtones plutôt qu'uniquement avec la nation Cri. Donc, on travaille avec toutes les nations autochtones, les 11 nations autochtones présentes au Québec. Par la suite, je suis devenue travailleur autonome et je me suis spécialisée en négociation d'entente pour tout ce qui touche la foresterie, les mines et l'énergie. Donc, c'était vraiment des ententes, ce qu'on appelle des répercussions et d'avantages. Donc, pour protéger le territoire des Premières Nations et pour les inclure aussi dans un développement durable de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années, tout en travaillant en parallèle avec le Barreau du Québec pour améliorer le système de justice au Nunavik, donc dans le nord du Québec, à ne pas confondre avec le Nunavut. Je voyais vos visages. On entend Nuna, moi je... Oui, c'est ça, Nunavik. Donc, pour le petit truc, Nunavik, Québec, Nunavut plus territoire du Nord-Ouest. Donc voilà, je travaille avec le Barreau du Québec sur des questions vraiment inuites. Puis ensuite, je suis rentrée au ministère de la Justice du Québec il y a environ 2 ans et je travaille présentement à la direction des affaires autochtones. Donc, je tiens à mentionner que je parle aujourd'hui en mon nom personnel et aussi à titre de chargée de cours de l'Université de Sherbrooke et non pas pour mon employeur, le ministère de la Justice. Donc, je tenais juste à le préciser. Et voilà. Puis honnêtement, il y a énormément d'informations là, qu'on va sauter. Oui.
Ouais. Oui, vraiment. Puis, je commencerai directement avec... Tu as commencé ton parcours académique plus en biologie, tu l'as mentionné. Oui. Pourquoi? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Mais aussi, il y a une tendance pour travailler dans ce droit-là depuis longtemps, mais qu'est-ce qui a fait ce virement-là initial? Oui, oui. Ben, à la base, je me considérais plus comme scientifique que juriste. Donc, j'ai fait mon parcours au cégep en sciences de la vie. J'adorais la biologie, la physique, les mathématiques, tout ça. J'avais un cerveau fait pour les sciences. J'aimais bien ça. Et là, moi, à l'université, ça a été tellement difficile de choisir. Je voulais tout faire. Mais franchement, tout faire. Ça a tellement coûté cher juste en application de parcours universitaire. Mais de tout à rien. Tu as essayé plusieurs programmes, là. Ben, j'ai pas essayé. J'ai appliqué à plusieurs programmes. Pas essayé, mais je voulais tout faire. Oui, les frais de... Ouais. Donc, c'est ça, les frais d'application, en fait, pour différentes universités, différents programmes, ça allait de la physiothérapie au génie, au droit, à la médecine, à la nutrition. Là, je savais pas quoi faire. Parce que toutes les portes étaient ouvertes vu que j'avais fait mes sciences. Ouais. Et là, j'ai découvert le droit et sciences de l'Université de Sherbrooke et j'ai fait, c'est génial. Attends, droit et sciences de la vie? Droit et sciences de la vie. Genre, quelqu'un qui va être contente qui fait ce programme-là en ce moment. Ils sont sous-représentés, ils sont comme 10. C'est ça. Nous autres, on était une douzaine peut-être. On a commencé, je pense, une vingtaine, puis on a terminé une douzaine. Parce que c'est niché, là. Il faut aimer le droit et les sciences. Et quand je parle de sciences, c'est vraiment... Donc, j'ai fait une maîtrise en biologie avec un aspect moléculaire. Donc, on faisait du génie génétique, de l'immunologie, la biologie animale. C'était très, très scientifique. Puis j'aimais ça, moi, utiliser mes deux cerveaux. Parce que je pense que j'ai un cerveau très juriste maintenant, très juridique, très ressources humaines plutôt, là. Mais mon côté scientifique était très allumé aussi. Donc, c'était comme une espèce de mariage de mes deux côtés de cerveau, là. C'est pour ça que j'ai fait droit et sciences de la vie. Justement, comment est-ce que ces deux côtés de cerveau-là se marient? Est-ce qu'ils se parlent ou est-ce qu'ils sont complètement séparés? Ils se parlent, ils se parlent. Mes deux hémisphères se parlent très bien. Mais comment? Moi, je vois science, je me rappelle de mes sciences. Mais c'est ça, pas ce qu'on fait en classe. Ouais. Ben, c'est ça, en effet, parce que c'est très... Ben, en fait, non, mais c'est vrai, là. Je veux dire, le droit, c'est quand même assez méthodique. Ouais. Les sciences, c'est quand même assez méthodique. Ouais. Ouais, mais c'est des domaines radicalement différents. Ouais. C'est des langages différents, effectivement. C'est des codes différents. Mais ce que j'aimais, justement, c'est de changer ma perspective par rapport à l'étude, par rapport au sujet. Tu sais, tout m'intéresse. Je suis vraiment une grande passionnée dans la vie. Donc, pour moi, de passer d'un cours, c'est ça, d'immunologie, après ça, à un cours d'obligation, ça me plaisait. Ouais. Ça me remplissait au complet. Ça assouvissait cette soif de tout connaître. Cette soif. Pas être niché dans une chose, pas être limité. Exact. Donc, ça changeait le mal de place aussi, de changer de faculté. Ah, ça, par contre, on relate. Le droit MBA, ça fait du bien de sortir de la fac de droit. C'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. J'étais dans les rares là, qui a continué puis qui a vraiment terminé. Puis ensuite aussi, je l'ai converti en maîtrise, donc avec la rédaction de l'essai. Et j'ai vraiment compris comment est-ce que le droit pouvait parler aux sciences un petit peu plus tard dans le parcours quand on a fait, par exemple, la propriété intellectuelle. Ou le droit pharmaceutique, ou le droit médical. Donc, au départ, à l'université, je me disais, moi, je veux faire des brevets. Moi, je veux faire de la propriété intellectuelle. Moi, je veux faire l'espèce de mariage entre le droit et les sciences. Puis là, finalement, j'ai découvert le droit des Autochtones par un heureux hasard. J'ai pris le cours à option. Il est encore à option. D'ailleurs, le cours que j'enseigne en ce moment, que j'ai pris à l'époque, donc droit des Autochtones, en 3e année du bac en droit. Et j'ai tripé. C'était de loin ma meilleure note du bac. Pourtant, c'était difficile comme cours. Beaucoup de lectures, d'arrêts de la Cour suprême, très, très long. Mais pour moi, c'était un mariage fantastique entre l'histoire, le droit, la constitution, l'anthropologie, la sociologie. Donc, j'ai vraiment, vraiment adoré. Et c'est vraiment suite à ce cours-là que je me suis dit, « Hey, je pourrais peut-être faire un stage là-dedans. » Puis à l'époque, je me suis dit, même si je viens de Montréal, j'ai étudié à Sherbrooke, je me suis dit, l'Abitibi-Témiscamingue, j'avais toujours entendu dire qu'il y avait beaucoup de populations autochtones qui étaient représentées là-bas. Ah, oui. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais aller faire mon stage. Donc, j'ai même fait un été comme étudiante dans un cabinet là-bas qui s'appelait Cain Lamar, qui existe toujours là-bas. Là. Ben oui. Donc, c'est ça. J'ai été étudiante un été. J'ai vraiment adoré ça. Ils m'ont fait toucher d'autres types de droits que le droit autochtone. J'ai moins aimé. Pour moi, ça me parlait moins. Et là, mon stage, finalement, ils m'ont transféré d'Amos à Val-d'Or pour que je puisse vraiment être 100% droit autochtone. Et le premier dossier que j'ai fait était du droit de la foresterie CRI. Donc, qui était une espèce de mise en œuvre d'un chapitre de la Paix des Braves. La Paix des Braves, qui est une espèce d'entente entre le gouvernement du Québec et la nation CRI sur le développement des ressources naturelles en 2002.
Donc, c'est un amendement à la paix des Braves. Donc, ça a été vraiment extraordinaire pour moi de découvrir le territoire des cris, de découvrir Iwischii, de voir les arbres qui sont tellement différents sur le territoire là-bas à Val-d'Or qu'ici. Donc, pour moi, c'était voyager au sein de ma propre province. Parce que c'est ça, en fait, est-ce que c'est la première fois que, dans le cadre d'un stage, c'est-à-dire, tu étais parti de Montréal, de ton patelin natal, pour aller à Sherbrooke, puis là, après ça, tu es allé dans le nord complètement. J'étais jamais allée en Abitibi avant. OK, c'est ça, c'était la première fois. Donc, c'était vraiment plongé dans l'inconnu. Ouais. Est-ce que tu t'es senti seul? Est-ce que ça a été plus compliqué ou tu étais juste passionné, puis là, allez hop, ça passe, puis tout... Ben, je me suis fait plein de contacts là-bas. J'étais beaucoup impliquée dans la communauté d'Ultimate Frisbee. On va peut-être en parler. On en parlera. Pas tout de suite, mais on va en parler. Parfait. Parce que je suis une joueuse d'Ultimate Frisbee, puis je m'entraînais aussi au CrossFit. Donc là, j'avais plusieurs différentes communautés là-bas. Donc, je pense que je me suis bien implantée en Abitibi. Puis après ça, bon, la communauté de droit des Autochtones aussi. Donc, non, franchement, je me suis bien implantée. Communauté extrêmement accueillante. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu Val-d'Or. Moi, j'y suis allé l'été passé. Ben, c'est super. Mais c'est une belle place, mais par contre, moi, je suis juste resté 2 jours. OK, c'est ça. À Val-d'Or, même si j'y retournais aujourd'hui, je rentre dans n'importe quel commerce, c'est sûr que je connais quelqu'un. C'est une communauté. Oui, ouais, il y a peut-être comme 30 à 40 000 personnes qui habitent à Val-d'Or, mais c'est comme un petit village. Là. Ouais. Donc, ça feel, là, on le sent là, que tout le monde se connaît, qu'il y a des connexions partout. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça, là, de me sentir comme un peu chez moi puis vraiment accueillie en Abitibi. Puis par la suite, en fait, tu as découvert le droit autochtone, tu es allé faire un stage là-bas, puis tu as continué, en fait, dans cette même veine-là. Donc, même après ta maîtrise... T'es allé, puis t'as été... voyons, j'ai un blanc de mémoire. Procureur, c'est ça exactement, de la commission Vient. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un petit contexte de c'est quoi la commission Vient? Puis quelles étaient tes tâches, rôles, responsabilités? Mais peut-être avant ça, un portrait du droit autochtone aujourd'hui. Est-ce que on peut faire ça tout de suite? Que ce serait... Oui, penses-tu que cette question-là avant, j'ai l'impression que pour contextualiser la commission Vient? Demandons la question, en fait. À l'expert. Qu'est-ce qui est mieux pour une question de compréhension? Est-ce qu'on est mieux de passer le droit autochtone en premier et comprendre la commission Vient ou vice-versa ou ça change rien, je sais pas. Moi, je pense que je vais m'inscrire en faux par rapport à vos 2 idées, avec égard. Je pense qu'un contexte des nations autochtones est encore plus primordial avant de parler de droit autochtone et avant de parler de commission d'enquête. Allons-y Donc, pour si ça. on y va de façon large pour y aller plus précis, si ça vous convient. Génial. On est là pour apprendre. Oui, c'est ça le but. Excellent. Donc, question quiz pour vous, messieurs. Combien... Oui, c'est ça. Sortez là, c'est la chargée de cours en moi qui parle. Bon, parfait. Combien y a-t-il de nations autochtones présentes au Québec? 11. Non, attends. Non, c'était 55. Non, c'est parce qu'elle a dit 11 tantôt, mais ça, c'est les communautés. Ah là 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 là! Alors, on n'est pas bon. Combien y a-t-il de nations autochtones au Québec? La question numéro 2 sera combien y a-t-il de communautés autochtones? Ça, c'est 11. Donc, là 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 là! Bon, OK. Nous voilà mal préparés pour l'examen. Bon, je vais vous aider un petit peu. Donc, il y a 11 nations autochtones au Québec et 55 communautés autochtones j'ai juste échangé au Québec. les deux. Exactement. Mais là, je vous explique la différence entre les nations et les communautés. Donc, au sein de ces 11 nations-là, il y a 10 Premières Nations et une nation Inuit. Donc, la nation Inuit est très, très différente des autres Premières Nations. Donc, on dit souvent les Premières Nations et les Inuits au Québec. Puis, est-ce que c'est pour ça qu'on se sépare? C'est-à-dire qu'on... Absolument. C'est parce qu'ils sont culturellement hyper différents? Bien, chaque nation autochtone est culturellement différente, mais c'est juste que c'est des migrations différentes, parce que ce sont tous des premiers peuples, mais les Premières Nations sont arrivées peut-être il y a 10, 15, peut-être même 20 000 ans. Il y a aussi certains experts qui disent que sur l'île de la Grande Tortue, l'Amérique du Nord, certaines Premières Nations seraient arrivées il y a plus de 25 000 ans. Okay. Donc, il y a eu plusieurs migrations par le détroit de Bering, donc de l'Asie. Donc, les Premières Nations sont arrivées en premier. Les Inuits sont arrivés il y a 5 à 10 000 ans. Et non pas 10 à 15 à 20 000 ans. Et donc on a les 11 nations, les 10 10 Premières Nations et les 55 communautés. C'est ça, moi, j'avais eu une petite confusion là, parce que je savais que c'était
1155, mais j'avais une confusion entre lequel communauté. est lequel? Exact. Ben, j'avais une hésitation entre communauté et nation, et peut-être qu'on peut distinguer Exact. tout de suite. Ben absolument, absolument. Donc, les nations, c'est comme la nation québécoise, puis ensuite, on a plein de villes québécoises, comme Sherbrooke, Montréal, Québec. Ça, ce serait comme nos communautés au Québec. Donc, c'est la même chose. Si on prend, par exemple, la nation du territoire actuel, donc la nation Wabanaki, ben, il y a 2 communautés Wabanaki, Odanak et Wolinak. Donc, c'est là où se situent les communautés autochtones en tant que telles. Donc, certaines nations autochtones ont plus de 2 communautés. Des fois, c'est 1, des fois, c'est 2, des fois, c'est 3, des fois, c'est 9 ou même 14. OK. Chez les Inuits, il y a 14 villages nordiques Inuits. Et par exemple, chez les Cris, il y a 9 communautés autochtones Cris. Chez les Inuits aussi, il y a 9 communautés Inuits. Et donc, les nations autochtones couvrent vraiment l'entièreté du territoire au Québec. Donc, si vous m'entendez parler de nation, c'est vraiment comme un groupe autochtone en particulier et une communauté en particulier. Donc, si je vous parle par exemple de Waswanipi, c'est une communauté Cris située en Iwiski Bay James. Okay. Donc, voilà les distinctions. Donc, franchement, pour votre quiz, messieurs, à date, là... Ah, ben moi, j'ai eu le 11. Oui, le 11 était là. Le 11 était là. Malheureusement. Oui. Mais ce que je trouve toujours intéressant, en fait, de le faire, c'est que vous êtes 2 hommes qui étudient à l'université. Oui, absolument. Et donc, on a tous fait un parcours avant l'université et ça me surprend toujours de savoir que peu importe la strate de la société à qui je pose cette question-là, elle est très mal répondue. Et premièrement, heureusement, notre objectif aujourd'hui, c'est peut-être de réduire ce gap-là un peu, de démystifier aussi. C'est vrai que c'est une triste réalité parce que la seule façon qu'on connaîtrait ça, c'est d'avoir fait des recherches personnelles ou d'avoir sélectionné le cours qui est un cours à option. Exactement. Ce n'est pas un cours obligatoire. Ouais, ça dépend des universités au Québec. Il y a plusieurs universités au Québec qui donnent ce cours-là obligatoire. D'ailleurs, je mentionne qu'il y a quand même une commission d'enquête en 2015, la Commission de vérité et de réconciliation, qui, dans un de ses appels à l'action, demande à toutes les universités du Canada que le cours de droit des Autochtones soit obligatoire. OK. C'est une des... Moi, c'est le seul cours d'une université que je sais qu'il y a une commission d'enquête qui dit qu'il faudrait que ça soit obligatoire. C'est vrai. Pour l'Université de Sherbrooke, c'est pas le cas actuellement. Je pense qu'ils y travaillent. Puis bon, de toute façon, c'est pas dans mon ressort. On n'est pas dans le secret des dieux non plus. Je pense que je suis un petit peu en conflit d'intérêt parce que j'enseigne ce cours-là. Donc, et voilà. Ça va être leur... Il y a un petit quelque chose quand même. C'est ça, leur réflexion, mais je le mentionne souvent. Puis je félicite d'ailleurs mes étudiants au premier cours de dire, félicitations d'être là. Juste de par votre présence, vous répondez à un appel à l'action d'une commission d'enquête. Le saviez-vous? Un choix actif. Exact, vrai, hein? Exact. Mais pour revenir au point d'avant, ça, c'est vrai, je trouve ça fascinant aussi qu'on ne connaisse pas énormément ces domaines-là. Puis ça m'a fait penser, quand on se préparait pour la discussion, on a réfléchi beaucoup à... On a eu tous des cours d'histoire au secondaire, mais par contre, c'est d'une... On a eu beaucoup la vision européenne de la chose. Absolument. C'est-à-dire, ils sont arrivés, puis il y avait des Autochtones, puis là, c'est ça, on a commencé à faire du troc, puis là, le mercantilisme, puis là, blablabla. Et on se retrouve avec des sociétés développées et on n'en parle plus. C'est ça, exactement. Donc, je suis quand même curieux parce que les connaissances qu'on a apprises, je sais pas, ça devait être pareil ou similaire pour toi, là, justement, au secondaire. La traite des fourrures, on en a parlé pendant 2-3 ans, je pense. Beaucoup de traite de fourrures. La traite des fourrures, là, Les profs d'histoire adorent la traite des fourrures. Oui, puis ce qui est fascinant, c'est que la vision des Autochtones qu'on s'est fait apprendre au secondaire, pour moi, c'est encore la même vision des Autochtones aujourd'hui. C'est-à-dire... Ça, c'est vrai. Mais c'est ça, une communauté qui est en fait, voilà, c'est ça que... Je veux pas dire qu'il n'a pas évolué parce que c'est pas vrai, mais comme l'image que je me fais de cette communauté-là, ou en fait de ces communautés-là, c'est ça. Est-ce que tu peux nous aider à... C'est cohérent juste avant que si l'enseignement qu'on a eu fut très bref et rapide et pas d'enseignement depuis, que cette vision-là n'ait pas évolué, c'est sûr. Donc, oui. Puis je comprends qu'on a eu des commissions, puis je comprends que dans les médias, on en parle, puis c'est toujours triste et terrible. Là, je veux dire, on peut nommer n'importe quel événement, il n'y a rien qui est positif par rapport à ça. Donc, il y a des événements positifs, mais ça, on en parle un petit peu moins. On parle, c'est ça. C'est ça l'enjeu. Ça fait pas scandale. C'est ça l'enjeu, c'est ça exactement. Fait, de ton expérience, parce que tu en as vécu beaucoup, tu es allé dans les communautés, comment ça se passe? Pour l'enseignement au secondaire, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on enseigne encore l'histoire de la perspective euro-canadienne. Moi, je suis choquée à chaque fois que les gens me parlent de la découverte de l'Amérique.
c'est toujours une des premières choses que j'enseigne dans mon cours, c'est qu'il n'y a pas eu de découverte de l'Amérique. Les nations autochtones étaient présentes sur le territoire bien avant que nos ancêtres, parce que je pense qu'on est tous allochtones ici, là, qui est le pendant de autochtone, qui veut dire d'ailleurs qui provient d'ailleurs, et autochtone qui dit qui provient du territoire même. Donc, c'est une vision effectivement assez eurocentriste de dire l'histoire du Canada commence là où les Européens débarquent. Donc, effectivement, je pense que ça va être quelque chose qui va être appelé à changer. Je sais qu'il va y avoir... Ils sont en ce moment, le ministère de l'Éducation, en train de travailler sur une certaine réforme de l'histoire autochtone. Je sais d'ailleurs, j'ai entendu récemment, les Atikamekw aussi se réapproprient beaucoup leur perspective historique. Donc, ce qui est enseigné en ce moment dans les 3 communautés Atikamekw, donc Wemotaci, Manawan et Obidjuan, c'est une perspective Atikamekw de l'histoire. Et ça, je trouve ça absolument génial. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup d'enseignements des aînés. Ils vont permettre aussi d'enseigner l'Atikamekw, une langue qui est extrêmement parlée sur le territoire encore aujourd'hui. Donc, outre notre type d'enseignement qu'on a reçu, les Autochtones se réapproprient quand même leur histoire lorsqu'ils l'enseignent à leurs étudiants dans les communautés. Mais je pense que ça va être un travail à long terme de la société québécoise d'enseigner les perspectives autochtones d'une façon plus contemporaine. Ouais. Parce que c'est comme si les Autochtones n'existent plus. Une fois, là, la proclamation royale de 1763, après ça, on a, la fondation du pays 1867, puis après ça, les Autochtones disparaissent. Ouais, hein. Mais pourtant, il y a eu la loi sur les Indiens de 1876 qui s'appelait l'Acte sur les sauvages avant et qui continue encore aujourd'hui. Je veux dire, la loi sur les Indiens existe encore aujourd'hui au pays. Les Indiens, et je mets des guillemets ici, existent encore. C'est d'ailleurs un terme juridique qui est encore utilisé dans la loi constitutionnelle fondatrice de notre pays. Ouais. Donc d'ailleurs, mon prof de constitutionnel 1 référait en parlant de la loi sur les Indiens, il référait aux Autochtones comme étant les Indiens, justement. Ouais. Et c'était... En fait, je pense qu'une de nos camarades de classe l'a corrigé à ce moment-là, donc on voit quand même un certain progressisme, mais c'était... Oui, non, ben ça m'a juste fait réfléchir à ça. Oui, mais je pense qu'il faut toujours le remettre dans son contexte historique et juridique, parce que c'est encore le cas à l'heure actuelle, 21 juin 2024, la loi sur les Indiens existe encore avec ce même nom-là. Donc, il y a eu certaines évolutions législatives où, après ça, on va plus parler de Premières Nations, Inuit et Métis. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais je ne vous ai pas parlé de Métis au Québec parce qu'il n'y a pas de présence de la nation Métis au Québec. Elle est plus présente dans l'ouest du pays, notamment au Manitoba, qui est vraiment le berceau de la nation Métis, ou Métis Nation. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, on parle vraiment des Premières Nations et Inuit et non pas de la nation Métis qui est inexistante au Québec. Donc, c'est ça, je pense que ça va être appelé à évoluer, l'enseignement de l'histoire. En fait, je l'espère grandement parce que ce que je me rends compte, c'est du fardeau qu'on a sur nos épaules, de façon générale, là, que ce soit des chargés de cours, des professeurs ou des personnes autochtones, de toujours enseigner le fameux Autochtone 101. Oui. Donc, la base. Okay. Combien y a-t-il de nations autochtones au Québec? Qui sont les communautés? Pourquoi? Si ça. Donc, la grande base qui nous empêche un peu d'aller très, très loin dans nos réflexions et de tout de suite parler du racisme que les Autochtones peuvent vivre, par exemple, ou de la discrimination, ou des difficultés de logement, ou des difficultés de langue, ou tout ça. Parce qu'il faut toujours commencer à la base. C'est comme si la base est toujours à refaire. Puis moi, j'essaie le plus possible que ce fardeau-là éducationnel n'est pas uniquement sur les épaules des Autochtones eux-mêmes. Parce que souvent, on me demande, est-ce que tu es à l'aise, Geneviève, en tant qu'allochtone, d'enseigner les droits des Autochtones? Est-ce que c'est une forme d'appropriation culturelle? Je me fais souvent demander ça. Absolument pas. Je l'enseigne du niveau académique. Je sais que j'ai ma vision allochtone de la chose, mais je tente de l'enseigner de façon la plus décolonisée possible, en ayant le plus possible de conférenciers autochtones dans ma classe, en ayant cette perspective-là et en disant que je suis une allochtone qui enseigne le droit des Autochtones. Mais ce que je me fais dire de mes frères et sœurs autochtones, c'est de dire, merci quand même de faire ça parce que tu nous enlèves
un certain fardeau qu'on a toujours à recommencer. Qui sont les Autochtones au Québec? Quelles sont les difficultés vécues? Mais quelles sont aussi les belles choses que les nations autochtones font? Parce qu'il y a des grands entrepreneurs dans les nations autochtones. Je veux dire, il y a quand même deux entreprises d'avions en ce moment au Québec qui sont autochtones. Air Inuit et Air Québec, je ne sais pas si vous le saviez, là. Concurrence à Air Canada. C'est assez exceptionnel qu'il y ait des nations autochtones qui soient propriétaires de compagnies d'aviation au Québec. Donc, bref, c'est tous des exemples comme ça qui fait que mon rôle en tant qu'allochtone, c'est d'essayer d'être la meilleure alliée possible pour éduquer les nouvelles générations et les générations, les nouvelles étant les étudiants, mais aussi les avocats ou même les juges là, sur les questions autochtones. Puis, si on revient, là, je m'excuse, là, je fais un retour en arrière. Là. On avait commencé à parler de la commission Vient. Donc, OK, on était rendu là. C'est ça, je réattaque la question. Donc, on avait commencé où est-ce qu'on a échoué le test misérablement. Donc là, la prochaine étape, ça, OK, moi, là, whatever. Merci, pas ton ego, là, il rentre plus dans le char après. Au moins 50%. Okay, bravo. Vous auriez quand même pas pensé. Non, exactement. Non, probablement pas. Bref, je m'excuse. Ça pour dire, c'est ça. Donc, la commission Vient. Ouais. Rôle et responsabilité et tout. Ouais. Bon. Alors, la commission vient de son grand nom. La commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, écoute, réconciliation et progrès. Donc, souvent, on l'appelle la CERP pour Commission, écoute, réconciliation, progrès. Donc, soit la CERP ou la commission Vient, parce que notre commissaire était Jacques Vient, un juge de la Cour supérieure à la retraite qui a œuvré toute sa carrière en Abitibi. Donc, il vient un Amosois, il vient d'Amos. Donc, Jacques Vient, qui était notre commissaire, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une commission Vient, comme la commission Charbonneau, c'est du nom de famille de la commissaire France Charbonneau. Donc, ce qui est important de comprendre, en fait, d'une commission d'enquête, c'est surtout son contexte de création. Question quiz. Savez-vous pourquoi la commission Vient a été créée en 2016? Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Je n'ai pas l'information. Est-ce que c'était dans le moment où est-ce que... Ah, non, je veux pas dire un nom que je suis pas certain, là, mais il y avait eu un contexte où est-ce que il y avait un policier et une femme autochtone. Il y avait eu de la violence, puis il y avait... elle est malheureusement décédée, mais je me souviens plus de son nom. Est-ce que c'est... Pas tout à fait. Non, OK, parfait. Mais c'est pas le bon événement. OK, c'est pas le bon 50% aussi. C'est ça, 50% peut-être. Là. Mais au moins, lui a essayé, n'est-ce pas? Si j'avais essayé, ça aurait été assez misérable moi-même. Donc, ce qui s'est passé en 2015, c'est ce qu'on a appelé la crise policière de Val-d'Or. Puis je peux vous en parler beaucoup parce que j'étais présente à Val-d'Or en 2015. OK. J'étais là lors de mon stage. Moi, je suis devenue avocate en 2016, donc j'étais là à Val-d'Or. Donc, je l'ai vécu de proche, la crise policière. Donc, dans le fond, ce qui s'est passé, c'était des allégations d'inconduite sexuelle et d'agression sexuelle des policiers de la Sûreté du Québec sur plusieurs femmes autochtones habitant Val-d'Or, donc des Cris et des Anishinabés plus particulièrement. Donc, pas besoin de vous expliquer que ça a créé une onde de choc monstre. Je me souviens, la ministre de la Sécurité publique de l'époque, qui, en pleine conférence de presse, quand elle a appris ça, elle s'est été effondrée en larmes. Donc là, les Autochtones ont tout de suite demandé une commission d'enquête. Une commission d'enquête, vous savez que ça a des très grands pouvoirs d'enquête. Oui. C'est quasi absolu, là. Donc, on peut même obliger, par exemple, le ministre à venir témoigner. Donc, c'est des grands pouvoirs d'enquête, mais on n'a pas de pouvoir de mettre quelqu'un en prison par la suite. Là. Donc, c'est comme une espèce de truc parallèle au système de justice. Je ne me trompe pas, ça mène à une recommandation. C'est ça. Donc, ça mène à un rapport public qui mène à des recommandations. Puis, ça, je peux vous en parler longuement parce que je les ai pas mal toutes lues, les dernières commissions d'enquête sur les peuples autochtones depuis les 30 dernières années. C'est soit recommandations ou des choix éditoriaux comme appel à l'action ou appel à la justice ou même recommandation. La commission Laurent en protection de la jeunesse a utilisé ce terme, ma foi, assez novateur, de recommandation pour être sûr que les gouvernements puissent mettre en œuvre. Donc, c'est ça. Donc, la commission vient, contexte de création, la crise policière de Val-d'Or. Donc, en 2016, ça a été créé et on a rendu le rapport. Le commissaire, là, moi, j'étais juste une simple procureure à l'époque. Donc, de 2016 à 2019. Donc, avec son rapport remis en 2019, on
on a entendu plusieurs témoins. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le mandat de la commission Vien était d'enquêter sur toute forme de violence, de pratiques discriminatoires et de traitements différents dans la prestation de 6 services publics aux Autochtones. Donc, pas uniquement les services policiers. Donc, le gouvernement de l'époque a vraiment décidé d'élargir un peu le mandat. Donc, je vous les nomme, là. Notre enquête était au niveau de la police, de la justice, du système de prison carcérale provinciale, santé, services sociaux et protection de la jeunesse. Donc là, à ce stade-ci, vous devriez tomber en bas de votre chaise tellement le mandat est large. Ben, c'est ça, c'est comme ils ont un pouvoir pour voir absolument tout. Là. Donc, notre pouvoir était d'enquêter sur le gouvernement au complet. Ben, c'est ça que j'allais dire. Et aussi, c'était pas juste limité au territoire de Val-d'Or. Non, c'est ça. Et donc, vous voyez, c'est toute forme de discrimination, pratique discriminatoire, tout ce traitement différent, l'offre de services aux Autochtones. C'est ça. Au Québec. Au Québec. Okay, donc, c'était des Inuits, aux Gagnen-Kehaga, aux Mi'kmaq, aux Atikamekw, aux Wendat. Je veux dire, c'était tous les peuples autochtones présents au Québec qui étaient sous enquête. Ben, pas les Autochtones qui étaient sous enquête, mais on s'entend. Le gouvernement du Québec était sous enquête pour la prestation de services publics face aux Autochtones. Donc, essentiellement, en fait, pour ceux qui ne font pas de droit, on a une commission d'enquête qui est un pouvoir assez large pour enquêter sur absolument tout. Et dans ce cas-ci, littéralement absolument tout dans les rapports du gouvernement envers les Autochtones sur le territoire entier du Québec. Absolument. Donc, tu sais, on exclut peut-être l'éducation qui était pas inclus. Donc, en tout, on a entendu plus de 700 témoins et on était une commission d'enquête itinérante. Parce qu'on s'est déplacé. Notre QG était Val-d'Or, donc on entendait la plupart de nos témoins, que ce soit des témoins institutionnels des services publics québécois ou des témoins autochtones qui venaient nous parler de leurs difficultés vécues ou des académiciens, ou bon, peu importe. Donc, c'était vraiment Val-d'Or, la plupart des témoignages, mais on s'est beaucoup déplacé. On est allé à Québec, on est allé aussi chez les Cris, on est allé sur les 2 côtes, donc la baie du Tson et la baie d'Ungava, pour vraiment siéger et entendre les gens. Parce que, je veux dire, un billet d'avion, je reviens de Kuujjuarapik, je suis allée il y a 2 semaines, un billet d'avion, Montréal-Kuujjuarapik, c'est 3 000 $. Ouais. Donc, on ne va pas demander à une personne Inuk, parce que Inuk, c'est le singulier de Inuit, donc les Inuits et un Inuk. On ne va pas demander à un Inuk de prendre 3 000 $ de billet d'avion pour venir témoigner à la commission Vien à Val-d'Or. Bon. Donc, parce que c'est extrêmement cher intra-Québec, là, les billets. Là. Oui. Même, c'est ça, Montréal, Val-d'Or, ça peut monter à 600-700 $. J'aurais pas imaginé que c'était 3 000 $. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, un très, très large pouvoir d'enquête. Et ça a mené cette commission-là. Donc, moi, j'étais plus spécifiquement une procureure junior, là, parce que je venais d'être assermentée. Là. Je veux dire, j'ai été assermentée en 2016. La commission Vien est née en 2016, puis j'ai été procureure presque tout de suite après. Donc, pour moi, c'était, comme on s'en était déjà parlé, mon premier interrogatoire à vie, je l'ai fait en commission d'enquête. Je peux vous dire le taux de stress que j'avais avec les journalistes qui étaient à l'extérieur, le commissaire qui est là, le procureur général du Québec qui est là. Et le fardeau de la mission elle-même. Oui! Donc, prenons un petit instant, replaçons-nous dans ce moment-là. Ouais. Tu es fraîchement, tu sais, assermenté. Ouais. Et tu dois maintenant faire ton premier interrogatoire à vie dans une des commissions les plus importantes qui a existé. Tu viens de le décrire un peu, mais comment est-ce que tu fais ça, en fait? Comment tu approches? Comment ça s'est passé? Ouais. J'ai beaucoup respiré ça me semble, du bas du ventre. Ça me semble assez... Ouais. Moi, je suis une fille qui aime l'action. Disons que je suis pitchée dans le bain puis j'apprends à nager dans l'eau froide. Donc, effectivement, c'est ça. J'ai été assermentée en 2016 et mon premier interrogatoire, ça a été donc en 2018. Et ça a été extraordinaire parce que j'interrogeais une femme extrêmement inspirante, une femme autochtone, Gitxagan, de la Colombie-Britannique, qui s'appelle Cindy Blackstock, qui est une femme autochtone qui a un doctorat, dans les premières femmes autochtones au Canada qui a eu un doctorat, et qui, elle, est spécialisée dans l'enfance des Premières Nations. Donc, elle est travailleuse sociale à la base, puis elle a continué ses études très poussées jusqu'au doctorat. Et elle, je l'interrogeais sur ce qu'on appelle le principe de Jordan.
Question quiz. Ah, là, par contre, on va être capable, je pense. Ben, attends un peu, là. J'ai hâte de donc, voir. Un peu, là, Allez-y. Paul, J'ai entendu le mot Jordan Mais et j'étais c'est ça. excité. Mais C'est ça, habituellement, attention. les juristes... Mais vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que le principe de Jordan en matière autochtone? Garde-toi pas. Ah ouais, là, écoute, c'est toi qui Non, l'as dit. c'est Ah, vrai, c'est j'ai- facile, c'est facile. Vas-y. Premièrement, il faut se restituer dans qu'est-ce que le principe Jordan lui-même. Et j'ai parlé un peu ambitieusement en disant que je m'en rappelais parfaitement bien. Alors, si je me rappelle bien, l'arrêt de Jordan nous parlait de temps d'emprisonnement qui était absolument débordé entre... en fait, le temps de clore un dossier au complet. C'est d'entendre un procès, ouais. Exactement, d'entendre un procès. Donc, ce qui faisait en sorte qu'un accusé pouvait attendre très, 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 très longtemps, qu'il y avait une intense injustice. Maintenant, je ne m'admets pas savoir exactement par rapport aux droits autochtones, mais peut-être que je peux m'essayer. J'ose imaginer qu'il y avait une question de discrimination. Non, pas du tout. Franchement, vous auriez pas des grandes notes dans mon cours, messieurs. Mais merci de laisser, Paul. Ça prend beaucoup d'humilité d'essayer de répondre à mes questions quiz comme ça. Ben, il faut. Écoute, s'il y a une pitch chose dans le bain, qu'on là. va être aujourd'hui, c'est bien humble. Il faut, mais... Donc, c'est l'erreur principale que les juristes font. C'est que les délais Jordan en matière criminelle et le principe de Jordan en matière autochtone qui est tout autre. Donc, c'est pas du tout en matière criminelle et c'est pas du tout par rapport aux délais. Mais je pose la question parce que souvent, les juristes, premier réflexe, ils se disent Jordan, parce qu'on Ben, en c'est parle ça. beaucoup dans les médias. Ouais, On se dit, ben là, en c'est classe, l'arrêt Jordan de la qui Cour mentionne- suprême et tout et tout. Exactement. Là, je vous raconte l'histoire de Jordan River Anderson, un petit garçon cri qui est né au Manitoba et qui est décédé malheureusement à l'âge de 5 ans. Donc, en 2005, parce qu'il il avait plusieurs conditions médicales extrêmement graves. Il était handicapé, il y avait plusieurs maladies. Mais ce qui était plus problématique dans l'histoire de Jordan River Anderson, de là le principe de Jordan, c'est que vu qu'il était cri, il habitait sur sa communauté cri au Manitoba. Il avait besoin de recevoir des services de santé et ses parents ont demandé d'avoir des services de santé à domicile. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez, entre le gouvernement fédéral, qui a la compétence exclusive sur les Autochtones, et la province, qui a la compétence exclusive sur les services de santé? Aucun des deux gouvernements ne voulait offrir de services de santé aux jeunes cris sur sa communauté. Vous admettez que c'était Il se compétence renvo- de l'autre. Exactement. Il se renvoyait la balle constamment. Donc, le petit Jordan River Anderson n'a jamais pu vivre sur sa communauté, proche de sa famille, pour recevoir des soins de santé. Il a dû vivre sa jeune vie à l'extérieur de sa communauté, à l'extérieur de son territoire, pour recevoir des soins de santé par la province. Mais c'était uniquement une bataille juridictionnelle, constitutionnelle. Et il n'a pas reçu ses soins de santé à domicile. Donc, ça a créé un drame épouvantable qui a par la suite, en 2007, donc 2 ans à la suite du décès de Jordan, ont à l'unanimité adopté le principe de Jordan qui dit, en gros, peu importe vous cognez à la porte de quel ordre de gouvernement, ils doivent payer, puis ensuite, ils se chicaneront Parce pour qu'on le sait remboursement d'un et Au de moins l'autre. un des deux a la compétence. Exactement. Donc, le fait d'attendre de savoir c'est qui, c'est complètement fou. Ça Et fait on une voit lacune le- de service. On voit le coût C'est un concret trou. ici qui peut se produire. Exact. Et Épouvantable. c'est discriminatoire uniquement pour les Autochtones. Jamais on se poserait la question pour un jeune Jordan qui, lui, était autochtone et habiterait au Manitoba. Il aurait reçu des soins de santé à domicile sans aucun problème de la province. Donc, notre loi constitutionnelle du pays, donc que vous savez, messieurs, mais que je réitère, donc a vraiment 2 articles. L'article 91 qui donne compétence exclusive au Parlement fédéral et l'article 91, paragraphe 24, nous parle des Indiens et des terres réservées aux Indiens. C'est vraiment les termes qui sont utilisés. Et l'article 92 de cette même loi-là donne plein de compétences exclusives aux provinces, dont la santé, l'administration de la justice, les prisons provinciales, la protection de la jeunesse, bon, qui n'est pas nommément inclus, mais quand même que c'est de compétences provinciales. Donc, ça crée toujours un trouble de compétences lorsqu'on parle, par exemple, de police autochtone, santé autochtone, Ouais. justice autochtone. On parle duquel? Parce que les deux sont inclus. Parce que la faille dans la loi, c'est de mettre le terme général, là, j'utilise le terme de la loi indien, Ouais, comme si ça, c'était un terme englobant de tout c'est ça. enjeu qui se joue. Et pourtant, ils ont exactement les mêmes... Genre, c'est comptes séparés parce qu'ils ont exactement les mêmes enjeux Mhm. que
la santé, la police, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis pourtant, ils se le séparent comme ça, comme si c'était... Ils font cette ségrégation-là dans la loi même. Et ce qui est drôle aussi, c'est quand on regarde tout l'article 91 et 92, il n'y a pas un autre peuple ou d'autres personnes qui sont nommées. Je veux dire, on parle de monnaie, on parle d'armée, on parle de thèmes, mais on ne parle pas de personnes. Les Indiens, les terres réservées aux Indiens, entre guillemets, parce que c'est les termes qui sont écrits, c'est les seuls qu'on a décidé, ces personnes-là, c'est de compétence fédérale. Mais ça a créé tellement de problématiques encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que le principe de Jordan est né, mais le principe de Jordan est uniquement applicable aux enfants. Okay. Et pour revenir là, de ma grande histoire de Jordan, j'interrogeais Cindy Blackstock qui, elle, a pris le recours en cours devant le Tribunal canadien des droits de la personne pour venir faire, reconnaître que les services aux enfants pour les Premières Nations étaient discriminatoires et de faire reconnaître officiellement le principe de Jordan parce que le fédéral ne l'avait pas appliqué complètement. Donc, grande victoire en 2016, donc vraiment plusieurs années plus tard, à la suite du décès de Jordan en 2005. Donc, en 2016, il y a eu une très, très grande victoire, une décision historique même, là, en janvier 2016 du Tribunal canadien des droits de la personne qui est venu reconnaître, juridiquement parlant, le principe de Jordan. Donc, ça crée aujourd'hui au moins un filet de sécurité où le fédéral a dû obligatoirement offrir des services aux enfants autochtones sans qu'ils soient discriminés à cause de ce partage des compétences-là. Donc, ce qui se passe dans les faits, c'est que le fédéral a beaucoup d'argent en banque pour offrir ces services-là, mais ils peuvent quand même parler aux provinces pour avoir, par exemple, une proportion de 52-48 au niveau du paiement. Donc, on le voit au niveau de la police autochtone. C'est toujours 52 dans les ententes tripartites. Là, je veux dire, c'est toujours 52 % le fédéral qui paye et 48 % le provincial qui paye. Donc, au niveau de la santé, ça peut être la même chose, là. Donc, bref, tout ça pour dire que mon premier interrogatoire à vie, c'était une question de partage des compétences au niveau de la santé. Avec cette dame absolument extraordinaire qui est professeure Blackstock, et c'était en anglais. Donc, je parle très bien anglais, mais j'étais dans les procureurs qui parlaient le mieux anglais. Donc, ils ont dit, Geneviève, vas-y. Donc, on était à Québec et là, j'avais chaud, je peux vous dire. Mais je suis super contente de l'avoir fait. J'ai pu manger aussi avec professeur Blackstock. Elle était extrêmement généreuse. Puis, on a pu vraiment discuter du principe de Jordan de long et en large. Et ça a créé aussi 2 appels à l'action de la commission Vient. Donc, appel à l'action 104 et 105. Le premier, c'est... donc, ça, c'est mon commissaire qui parle dans le rapport. Il nous dit « Entreprendre des discussions avec le gouvernement fédéral afin d'élargir l'application du principe de Jordan aux adultes. » Parce que si c'est discriminatoire pour les enfants de recevoir des services de santé, par exemple, ou éducationnels, bien, ça peut être aussi discriminatoire pour les adultes. Donc, un appel à l'action. Puis l'autre aussi, 105, c'est développer avec le gouvernement fédéral une approche globale de mise en application du principe de Jordan, assortie de prévisions budgétaires pour l'ensemble des Premières Nations et des Inuits. Parce qu'au départ, c'était uniquement les Premières Nations, mais là, ça a été élargi pour les Inuits. Donc, en tout cas, ces 2 appels à l'action-là sont très proches de mon cœur parce que je me suis dit, oh, c'est peut-être moi qui est un petit peu derrière ça. Ça a certainement joué et participé. Oui, donc ça, j'étais bien contente de ça. Puis, je suis curieux par rapport à l'interaction avec professeur Blackstone que vous avez mentionné, que tu as mentionné, excuse. Qu'est-ce que tu as appris en fait de cette dame-là? Parce que j'imagine que tout son parcours, toute son expérience, est-ce qu'il y a des choses qui sont restées avec toi? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Absolument. Absolument. Ça m'a tellement marqué que dans le cadre d'un autre balado, La Voix des femmes autochtones, là, avec l'Université de Sherbrooke, que j'ai parti, ben, je me suis dit contacter professeur Blackstock. Donc, tout de suite, quand les élèves l'ont contacté, on dit « Ah, Maître Richard, je ne sais pas si vous vous souvenez. » Elle dit « Oui, je me rappelle. Parfait. » Donc, elle a pu enregistrer aussi un balado avec l'Université de Sherbrooke. Donc, je vous invite à aller voir, à aller écouter, en fait. Là. Ben, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que cette grande dame-là qui a accompli tellement pour les droits des enfants autochtones était d'une humilité à tout casser. Elle disait « C'est pas moi qui ai fait ça. On a fait ça. » Parce qu'elle travaille pour la Société de soutien à l'enfance des Premières Nations, tout ça. Puis elle dit, c'est une équipe qui est derrière moi. Et je veux dire, elle disait, je suis uniquement la porte-parole, le porte-voix de cette cause-là. Puis c'est comme une communauté tout entière qui est derrière moi.
Et ce qui m'a tellement impressionnée aussi lorsqu'elle témoignait, là, puis vous pouvez aller voir, là, d'ailleurs, là, tous les témoignages de la commission Vient sont encore disponibles sur le site de la CERP, là, de la CERP. Là. Vous avez juste à taper CERP, puis il y en a, mon Dieu, beaucoup, beaucoup de témoignages qui sont filmés et tout. Puis c'est ça, ce qui m'impressionnait, c'était sa justesse des propos. Tu sais, quand on dit en anglais « pinpoint », là, puis elle parlait, là, puis quand elle parlait, tu avais l'impression qu'il y avait, tu sais, comme la chanson « Une armée dans la voix ». C'était d'une profondeur, là. J'en ai des frissons en vous parlant. Là. C'était extraordinaire parce que pour moi, c'est une femme qui, littéralement, a pu changer la vie de des milliers d'enfants autochtones et qui change encore la vie aujourd'hui et pour les années à venir grâce à ce principe-là. Ouais. Donc, c'était d'agir avec conviction jusque devant les tribunaux pour protéger les droits des enfants des Premières Nations et des Inuits. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, je suis tombée en amour avec elle. Ouais. Franchement, là, j'étais là... Oh! Ouais, l'éloquence des propos, puis la pertinence, c'était extraordinaire. Ouais. Est-ce que tu dirais, puis ça me fait juste penser, là, on a tous et toutes peut-être des héros, des personnes qu'on regarde. Est-ce que tu as une idole, peu importe? Ben là, j'en ai comme beaucoup, mais il y en a une, puis je pense qu'elle va être, si elle m'écoute, elle va être bien contente de ça. J'ai travaillé avec une avocate Anishinaabe qui s'appelle Fanny Wild. Et c'est une de mes super bonnes amies. On se voit le plus souvent possible parce qu'elle habite à Chibougamau, qui est un petit peu loin. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu jusqu'à Chibougamau, mais... Toi, oui? Ben, c'est parce que... Ouais, Charles? Non, mais c'est parce que ma mère elle vient de Lebel-sur-Quévillon. Ah, bah, OK, donc tu connais bien. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, les grands-parents, bref, c'est ça. Oui, parfait. Donc, tu connais Lebel. J'ai déjà été à Lebel-sur-Quévillon aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Une ville, un village, c'est ça. Industriel, on peut dire. Donc, bref, une de mes idoles, je pense que c'est Fanny Wild parce que c'est la première avocate Anishinaabe au Québec, la première avocate procureure de la Couronne, donc directeur des poursuites criminelles et pénales, qui œuvrait en Abitibi, qui a aussi été pas commissaire, mais procureur, un peu à mon niveau, mais procureur de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Donc, il était l'autre commission d'enquête au niveau fédéral qui avait des pouvoirs d'enquête tout aussi grands que les nôtres, mais au niveau pan-canadien. Ouais. Donc, elle a été autant procureure de la Couronne, elle a été à son compte, elle a toujours travaillé pour le droit des Premières Nations, beaucoup pour le droit des femmes, parce qu'en tant que femme Anishinaabe, tout ça, c'est des causes qui sont très proches de son cœur. Et elle a continué à œuvrer là-dedans. Elle est maintenant procureure de la défense, donc à l'aide juridique à Chibougamau. Et récemment, parce que là, je tiens à le mentionner, elle a quand même gagné, pas gagné, mais elle a eu la médaille du lieutenant-gouverneur des Premiers Peuples pour souligner son parcours super inspirant pour les Premières Nations. Donc, c'est ce genre de personne qui m'inspire incroyablement parce que son parcours est difficile, son parcours de vie est difficile. Moi, je veux dire, je suis allochtone. Je pense pas que j'ai eu un parcours de vie avec plein d'embûches, là. Je veux dire, mes parents étaient à l'université. Pour moi, c'était comme... Ça allait de soi que j'aille à l'université. Mais elle, ses parents n'étaient pas à l'université. Elle vient de Picogan, qui est une communauté Anishinaabe en Abitibi, tout ça. Donc, elle devait laisser son enfant sur la communauté pour aller à Montréal, étudier à l'UQAM. Donc, c'est des choix de vie que je trouve qui sont tellement difficiles. Je veux dire, moi, j'ai commencé à l'université à 18 ans. J'étais là, toute libre. Je pouvais habiter avec mes colocs. Je veux dire, j'avais pas le poids de la maternité ou, tu sais, bon, qui est un poids ou une richesse, là, je veux dire, dépendant de la perspective. Mais pour moi, c'est des femmes, des femmes extraordinaires là, que j'ai en tête. Penses-tu que cette difficulté-là, c'est pas un prérequis, mais c'est quelque chose qui pousse à de grandes choses, dans le fond, que dans l'adversité se forge un peu l'ambition et les accomplissements? Oui, mais je pense que c'est dur de sortir la tête hors de l'eau avec autant de trauma. Ouais. Tu sais, puis là, trigger warning, là, on va parler de sujets peut-être un petit peu plus difficiles. Alors, là. pour les plus sensibles, couvrez vos oreilles. Ouais, ou plutôt pas, en fait. Ouvrez-les, mais ouvrez-les plutôt. on vous... Ça ferait du bien, je pense. en étant certain que vous êtes correct. Les traumatismes intergénérationnels au sein des communautés autochtones sont monstrueuses, encore aujourd'hui. Ouais. Donc, le taux de prévalence de violence dans les communautés, malheureusement, est encore extrêmement présent. Donc, je parle de violences sexuelles, je parle de violences conjugales, je parle de violences familiales, je parle de violences latérales aussi entre autochtones, de violences coloniales de tout type. Donc, c'est des traumatismes qui, même scientifiquement parlant, là, pour reprendre mon côté scientifique, peut altérer
au niveau génétique une personne. Donc, de génération en génération, fait que ce sont des peuples qui sont vraiment marqués par l'histoire coloniale. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les traumatismes, exactement, intergénérationnels. Et là, si on remonte un petit peu, je pense qu'on ne peut pas parler de justice autochtone sans aborder la question des pensionnats autochtones. Oui. Donc, les générations qui précédaient Fanny, donc Maître Ward, mon ami, sont allés au pensionnat. Donc, ils ont subi tous les sévices que vous savez peut-être un petit peu, mais les pensionnats autochtones au Canada, c'était pas doux, là. C'était pas uniquement pour apprendre le français, là. Donc, il y a eu de multiples sévices physiques, sexuels, des abus de toutes sortes qui sont innommables. J'ai des histoires en tête qui n'ont mais pas de bon sens. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans tous les détails, mais je vais vous en nommer oui, si vous aviez un une petit peu. anecdote Okay? que vous êtes confortable à nous partager. Absolument, parce qu'il y a eu quand même une grande commission d'enquête que j'ai mentionnée un peu au départ, qui est la commission de vérité et de réconciliation, qui a rendu son fameux rapport en 2015. Et son mandat était d'enquêter sur les pensionnats autochtones au Canada, qui a eu lieu pendant plus de 150 ans au Canada. Et la question quiz. Quelle est l'année de la fermeture du dernier pensionnat autochtone au Canada, messieurs? Ah, c'est quelque chose de ridiculement récent. Là. Mm-hmm. C'est... Mm-hmm. Mon best guess serait 2019, mais c'est... Attention, là. Non, mais c'est dans les coins. J'ai quelque chose en 2019, par contre. Oh, ouais. Mais le dernier pensionnat autochtone qui a fermé au Canada, c'est en 1996. OK, j'étais pas 93 en tête, mais c'est bon. Qui est quand même extrêmement récent. Le dernier au J'ai Québec. confondu complètement. Mais je vous reviens avec 2019. Il y a quelque chose d'assez marquant pour 2019. Donc, dernier pensionnat autochtone qui ferme ses portes au Canada, 96. C'est de l'histoire récente. On ne parle pas de 1867. Là. Absolument pas. 96. Ouais. Le dernier au Québec, c'était en 1991, à Masteuillache, anciennement appelé Pointe-Bleue. Donc, c'est de l'histoire récente, là. Moi, j'ai tellement... Je veux dire, une majorité de mes clients, qui sont une génération qui me précède, sont allés au pensionnat. Ah ouais. Ils m'en parlent de leurs histoires de pensionnat. Ils me parlent des sévices qu'ils ont subis. Oh. Donc, on peut parler, par exemple, de droit territorial, puis après ça, pouf, ils vont parler de l'histoire. Moi, quand j'étais au pensionnat, j'ai subi telle affaire. Donc, faut comme être prêt, là, tu sais, à recevoir toutes ces histoires qui sont extrêmement lourde. Puis il y a une histoire que j'ai reçue, puis je vous la partage. J'étais, mais choquée. Je pense que j'en ai pas dormi la nuit. Dans un des pensionnats au Québec, il y avait des salles de torture. Bien, pas juste un pensionnat, dans plusieurs pensionnats au Québec et au Canada. Donc, des salles dans les sous-sols où il y avait des cages. Et pour les enfants qui n'écoutaient pas les prêtres, ils pouvaient les mettre dans des cages où les cages n'étaient pas assez grandes pour que les enfants puissent se lever. Donc, ils étaient vraiment comme des animaux, en fait, des animaux en cage. Et dans cette salle de torture-là, certains enfants autochtones se faisaient arracher des ongles, arracher des bouts d'oreilles. Il y a même une histoire d'un enfant, il a été trempé dans l'eau de Javel pour blanchir sa peau. Dans d'autres pensionnats, il y avait, messieurs, tenez-vous bien, des chaises électriques. Ah, ouais. Et ça, c'est couvert par les différentes commissions d'enquête. Donc, c'était pas juste taper sur les doigts, là. Bah ouais. Il y a eu des chaises électriques dans les pensionnats autochtones au Canada. Donc, quand on parle de traumatisme intergénérationnel, c'est profond. Ça se voit, ouais. Ben, oui. C'est profond. Et ça, c'est sans compter les nombreuses agressions sexuelles sur les jeunes enfants autochtones dans les pensionnats. Il y a des histoires pas d'allure où il y a des jeunes femmes autochtones qui tombaient enceintes de prêtres dans les pensionnats. Et lorsqu'elles accouchaient, lorsqu'elles donnaient naissance dans les pensionnats pour s'assurer qu'on ne sache pas qu'elle a été agressée, ben, ils mettaient le nouveau-né dans la fournaise. C'est lourd, là. Prendre un moment pour absorber ce... Mais... Ouais, non, c'est ouais, confrontant. C'est extrêmement confrontant et même si le dernier pensionnat a fermé en 96, c'est des histoires que j'entends encore aujourd'hui beaucoup. Ouais. Même s'il y a eu un règlement par rapport au pensionnat, mais c'est un règlement financier.
Donc, c'était de dire, alors, Paul, décris-moi les sévices sexuels et physiques que tu as subis au pensionnat. Donc, as-tu subi une sodomie? Parfait. Donc, tant de montant. Exact. As-tu subi une agression physique? As-tu des cicatrices? Est-ce que tu peux nous parler? Donc, essentiellement, combien pour acheter? Exactement. Ben, acheter. Ouais. C'est en quelque sorte pour dédommager. Ben oui, mais en certaines sortes, j'ai l'impression que c'est... En tout cas, c'est peut-être mal perçu, mais j'ai l'impression que c'est quelque peu acheter sa paix d'esprit par rapport à ça, par rapport à cette fermer des yeux. Mais pensez-vous que ça va te permettre de guérir, par exemple, de recevoir un certain montant pour... Non, mais ce que je veux dire, pour ceux qui ont laissé subir, c'est acheter. Pour ceux qui ont subi les sévices, c'est rien. Mais rendu là, c'est impossible à... Je veux dire, c'est impossible à guérir. Le mal... C'est le genre de situation que le mal est fait que... Et sur des générations. Parce que imaginez juste la jeune femme qui a subi ça. Ouais. Comment peut-elle devenir une mère aimante, saine, dans sa vie par la suite? Et c'est pour ça qu'il y a autant de problématiques sociales, par exemple de consommation d'alcool et de drogue dans les communautés. Avant qu'on arrive, là, avant qu'on découvre l'Amérique, donc avant qu'on débarque, là, il n'y avait pas de consommation d'alcool nécessairement puis de gros problèmes sociaux dans les communautés. C'est vraiment les effets du colonialisme, avec notamment les pensionnats, avec la création des réserves et j'en passe, qui a créé les problématiques sociales dans les communautés. Donc, je peux vous dire que ma job n'est pas facile parce que j'en entends beaucoup des problématiques sociales. J'essaie de faire le mieux que je peux, mais c'est extrêmement lourd d'entendre parler de ça. Puis, je veux pas non plus juste parler de ça pour victimiser les Autochtones. Moi, je suis vraiment plus dans une posture d'empowerment et tout, mais je le dis pour éduquer les gens. Parce que je pense que ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous n'étiez pas nécessairement au courant et conscient de ce qui s'est passé ici au Québec et au Canada. Absolument pas. C'est le fait que c'est au Québec et au Canada aussi qui choque. Parce qu'on n'entend pas... En tout cas, on n'entend pas nécessairement des histoires aussi troublantes que ça dans cette région. C'est ça. Je suis désolée d'être rentrée dans les détails parce que... je pense que c'est bien nécessaire que ça rajoute une layer au podcast. C'est que c'est parlant. Ouais. C'est parlant. Puis quand la personne te le compte devant toi... Tu peux pas fermer les yeux. Ça touche l'âme. Ouais. Et c'est là qu'on comprend. C'est là qu'on comprend l'itinérance autochtone. C'est là qu'on comprend les problématiques sociales profondes dans les communautés. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention au jugement. De dire, bon, les Autochtones ont beaucoup de problèmes d'alcool, les Autochtones sont beaucoup itinérants, tout ça. C'est un jugement rapide. C'est que ça vient de loin. Ça vient de loin. Moi, je pense que je serais toxicomane à beaucoup moins que ça. Je pense que j'aurais de graves problèmes de consommation pour beaucoup moins que ça. Comprenez? Même si je viens d'une famille hautement éduquée et compagnie, là. Ouais. Et après, justement, avec ces problèmes-là, c'est sûr, comme vous dites, c'est intergénérationnel, ça se transmet, ainsi de suite. Et donc, ce cycle-là est... qui devient un cycle à violence, mais internalisé. Ouais. Donc, après ça, c'est de la violence qui se font subir entre eux, intrafamiliale, qui est très difficile à sortir. Le cycle à violence, par exemple, la violence conjugale, la violence familiale, la violence sexuelle envers les enfants ou envers les femmes ou envers les hommes. Là, je veux dire, c'est très difficile de sortir de ce cycle-là sans services psychosociaux profonds. Qui sont pas nécessairement actuellement disponibles ou très peu, là, probablement, là, j'imagine. Ben, tu sais, j'ai mentionné un petit peu rapidement, je reviens de Kuujjuarapik, Wet'suwet'en, qui sont... Kuujjuarapik est une communauté inuit, Wet'suwet'en est une communauté cri. Les deux habitent comme au sein de la même communauté. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y en a une qui est Première Nation et l'autre est Inuit. Vous vous souvenez, je vous ai raconté au départ. Donc, c'est comme une espèce de mixité, un biculturalisme qui se vit au sein de ces deux communautés-là. Et pour aller à Kuujjuarapik, Wet'suwet'en, on peut juste prendre un billet d'avion. Et combien coûte un billet d'avion pour aller... 3 000 $. Donc, recevoir des services à Kuujjuarapik ou Wet'suwet'en, c'est un peu compliqué. Il y en a, mais c'est pas comme « viens-t'en, on va aller voir le service du pédopsychiatre qui est là tout le temps. » C'est extrêmement compliqué de recevoir des services spécialisés, mais même de première ligne. Première ligne, deuxième ligne et encore plus troisième ligne. Donc, il y a quand même des gens qui se déplacent sur les communautés, mais c'est pas évident. Puis, il y a des grandes problématiques au niveau de la protection de la jeunesse, au niveau du droit criminel, au
au niveau de l'accès du logement, tout ça. Donc, c'est intense de voir ça encore aujourd'hui. Parce que justement, quand on parle de droits autochtones, je veux dire, là, on a parlé de tellement d'enjeux. Ouais. On a parlé de droits d'État, on a parlé de droits criminels, on a parlé de, limite, droits civils. Jeunesse. Bref, pratiquement tout. Est-ce que le droit autochtone, c'est simplement un truc pour dire tous ces droits-là, mais pour les Autochtones? Donc, un petit peu comme dans la Bonne Constitution. Là. Pas tout à fait. Puis ta question est super pertinente, puis je pense que c'est important de faire la distinction entre le droit des Autochtones, donc le droit applicable aux peuples autochtones, et le droit autochtone en soi. Ça, d'ailleurs, c'est les traditions juridiques ça va être ma autochtones. prochaine question, et je pense que c'est quelque chose sur laquelle tu nous as corrigé pendant l'entrevue préalable, le fait qu'on a dit droit autochtone et on droit des Autochtones comme des synonymes. Mais donc, allons-y avec cette distinction-là. Oui, un peu plus gaiement qu'il y a 5 minutes, là, on repart sur une tangente. Je pense que c'est important quand même de rentrer dans ça. Mais... Donc, en fait, le droit des Autochtones, le droit applicable aux Autochtones, par exemple, le code criminel. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'un Autochtone reçoit une peine criminelle et qu'il s'en va en prison qu'on fait du droit autochtone. On fait du droit applicable aux Autochtones en appliquant le code criminel. Donc, je vais vous le lire, en fait, pour être très clair. Toujours la Commission de vérité et de réconciliation en 2015, parce que je pense qu'elle explique très, très bien cette différence entre le droit autochtone et le droit des Autochtones. Alors, je cite. « Tous les Canadiens doivent comprendre la différence entre le droit autochtone et le droit des Autochtones. Bien avant que les Européens n'arrivent en Amérique du Nord, les peuples autochtones, comme toutes les sociétés, avaient des systèmes politiques et des lois pour gouverner leur conduite au sein de leur propre collectivité et régir leurs relations avec les autres nations. Le droit autochtone est divers. Chaque nation autochtone du pays dispose de ses propres lois et traditions juridiques. Le droit des Autochtones est l'ensemble du droit qui existe dans le système judiciaire canadien. Donc, vous voyez la distinction? Donc, le droit criminel, le droit de la protection de la jeunesse, tout ça, c'est du droit applicable aux peuples autochtones. Versus le droit autochtone, je vous donne un exemple parce que c'est un récent arrêt de la Cour suprême qui a été rendu sur les lois autochtones en protection de la jeunesse qui sont maintenant constitutionnelles. Donc, notre plus grande cour du pays, la Cour suprême du Canada, a décidé que une loi fédérale, qu'on a appelée la loi C-92, qui donnait la compétence législative aux Autochtones d'écrire leur propre loi de la protection de la jeunesse, bien que cette loi fédérale-là était constitutionnelle. Donc aujourd'hui, les Autochtones peuvent écrire leur propre loi en protection de la jeunesse. Donc ça, c'est du droit autochtone. Ouais. Mais on a utilisé le droit des Autochtones pour faire reconnaître le droit autochtone. Donc c'est comme des vases communicants. Si je vous donne l'exemple encore du droit criminel. Moi, je travaille beaucoup au ministère de la Justice avec les comités de justice, qui sont des comités formés de personnes aînées ou des personnes sages. Pas besoin d'ailleurs d'être aîné en âge pour être une personne sage. Là. J'en connais qui ont 20 ans sur des comités de justice et qui sont très, très sages. Donc, des comités formés de personnes aînées sages qui se réunissent pour déterminer la peine d'une personne autochtone. Lorsqu'il y a une entente avec le DPCP, donc les procureurs de la Couronne, pour ce qu'on appelle les programmes de mesures de rechange autochtone. Donc, c'est de la déjudiciarisation, un peu pour vaincre la surreprésentation carcérale des Autochtones. Okay. On va utiliser les traditions juridiques autochtones, le droit autochtone, le réel, pour venir aider, pallier une problématique sociale grave qui est la surreprésentation carcérale des Autochtones. Donc, faut pas voir l'un contre l'autre. Les deux peuvent être liés. Donc, l'utilisation des comités de justice en droit criminel, le fait que les Autochtones peuvent avoir leur propre loi de la protection de la jeunesse, ou par exemple, récemment aussi, on a eu l'adoption coutumière et la tutelle coutumière autochtone qui a été inclus dans le Code civil du Québec. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir que le droit autochtone était inclus dans le droit du Québec. Donc, l'adoption coutumière, là, pour que vous sachiez, c'est une forme d'adoption qui a toujours eu lieu dans les communautés des Premières Nations et des Inuits, qui est une forme d'adoption, mais sans bris de la filiation biologique. Donc, par exemple, disons que moi, je suis une femme autochtone et j'enfante, mettons, 4 enfants. Et là, le 5e, j'ai moins de ressources financières matérielles pour élever le 5e. Donc, je vais donner mon 5e enfant en adoption, par exemple, à ma mère. Mais l'enfant va savoir que je suis sa mère biologique, mais ma mère va devenir sa réelle mère. Okay.
Donc ça, cette adoption coutumière-là ne fitait pas dans notre cadre de droit civil. Parce que nous, en adoption, il faut qu'il y ait un bris de la filiation biologique. Mais ça ne cadrait pas du tout dans les traditions juridiques autochtones. C'était comme impossible. Le bris n'était pas là. Et donc, il n'y a aucune place. Ben, c'est ça. Donc, il n'y avait pas de reconnaissance. Puis finalement, ça a été reconnu dans notre code civil. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est pas le droit des Autochtones contre le droit autochtone. C'est plutôt une espèce de lien entre les deux qui peuvent arriver. Là. Parfait. Et si je nous... Merci d'ailleurs pour ce beau résumé. Merci pour ce portrait. Je pense qu'on a maintenant un portrait avec beaucoup de différents aspects. On a eu différents angles, mais que ça nous donne vraiment une meilleure idée des enjeux par rapport au sujet. Et ce que j'aimerais faire comme une question un peu, pas pour boucler, mais essentiellement, on a vu en fait, on parlait au tout début un peu des lacunes présentes dans le système d'éducation aujourd'hui et le fait que 2 universitaires aujourd'hui, surtout par exemple, on prend moi et je pense que c'était un peu le but aujourd'hui de voir cette perspective un peu naïve que par exemple j'ai dans le sens qu'on connaît peut-être certains faits, mais on n'a aucune idée de ce qu'est le droit autochtone versus le droit des Autochtones et tous les enjeux pertinents. Donc, si je pose la question pour pallier un peu ces lacunes-là, pour faire un peu un appel à tous, quelle est la première étape qu'un étudiant peut prendre aujourd'hui pour s'informer plus, pour en apprendre plus, ou regarder, quel conseil lui donnerais-tu ou la donnerais-tu? Ben, c'est une excellente question. Je pense que l'éducation va changer le monde. L'éducation peut changer des mentalités, des façons de faire. Donc, que ce soit des étudiants universitaires ou cégepiens, ou peu importe, lire un livre de littérature autochtone, simplement, ça peut juste être la base. Avant de se coucher, là, c'est tout ça. doucement. Est-ce qu'il y en a un à nous conseiller en particulier? Bien sûr. Moi, ma bibliothèque regorge de littérature autochtone, bien sûr. Puis là, on fait des échanges entre amis. Mais je pense qu'un auteur qui est extrêmement facile à lire et qui est super, c'est Michel Jean. Donc, un auteur Innu qui travaille d'ailleurs comme journaliste à TVA Nouvelles. Donc, il a paru son premier livre qui avec une reconnaissance internationale, c'était Kokum. Donc, il explique l'histoire de sa grand-mère et la création des réserves et l'exploitation des ressources naturelles, tout ça, mais dans une histoire d'amour fabuleuse entre un Innu et une Allochtone. Donc, ça, c'est un livre qui est super parlant. Et là, il y en a plein d'autres de Michel Jean, Tiohtià:ke, qui veut dire Montréal en langue des Kanien'kehá:ka, des Mohawks, qui est super intéressant aussi. Donc, Tiohtià:ke qui parle plus d'itinérance autochtone. Le dernier aussi que j'ai lu de Michel Jean, c'est Kimik, sur l'abattage des chiens de traîneau au Nunavik. Êtes-vous au courant de cet enjeu-là? Non. Bon, ça paraît, oui. Alors, outre les pensionnats, il y a eu d'autres problématiques assez grandes au Québec et au Canada. Donc, je vous explique. Entre les années 50 et 70, la GRC est débarquée dans les communautés inuites pour abattre des chiens de traîneau inuits. Donc, dans la culture inuite, les chiens de traîneau, c'est primordial, c'est central. Les chiens de traîneau permettent de se déplacer sur le territoire, de chasser, de pêcher, parce que c'était bien sûr un peuple nomade. Donc, l'abattage des chiens de traîneau était en quelque sorte une forme de sédentarisation forcée de la nation inuite pour qu'ils demeurent dans leur village nordique. Je fais une distinction aussi parce que ce n'est pas des réserves chez les Inuits, parce que les Inuits ne sont pas des Indiens au sens de la loi sur les Indiens. OK, donc c'est une distinction purement juridique à ce moment-là? Juridique, mais aussi, par exemple, comme vous savez peut-être, mais dans la loi sur les Indiens, lorsque une personne indienne au sens de la loi reçoit un salaire sur réserve, il ne va pas payer d'impôts. Donc, le fameux, dans la société, on l'entend souvent, bon, ils ne payent pas d'impôts. Ben là, ils l'ont facile, ils ne payent pas d'impôts. Ben oui, facile. Ben, les Inuits paient des impôts parce qu'ils ne sont pas inclus dans la loi sur les Indiens. Donc, en tout cas, je fais cette distinction-là là, juste pour que vous sachiez. Mais donc, pour revenir à l'abattage des chiens de traîneau, en fait, c'est qu'il y avait aussi des problématiques de sécurité. De dire que certains chiens pouvaient attaquer des enfants parce qu'ils étaient pas attachés. Mais les chiens de traîneau, certains sont attachés, mais certains ne sont pas attachés. Là. Ils vivent leur vie, puis après ça, quand on a besoin d'eux, on les appelle, puis on part avec l'attelage. Mais il y a plus de 1000 chiens de traîneau qui ont été abattus par la GRC et par les policiers de la SQ.
Et ça a créé un traumatisme profond, surtout pour les hommes inuits, parce que c'est les hommes inuits traditionnellement qui utilisent des chiens d'attelage pour aller à la chasse. Et ça a créé vraiment une perte identitaire profonde, parce qu'ils ne pouvaient plus aller à la chasse. Il n'y avait plus de fierté d'hommes inuits pour rapporter de la nourriture à leur famille. Donc, la consommation d'alcool a hautement augmenté dans les communautés à l'époque. Et les relations entre les personnes inuites au Québec et les services de police sont encore difficiles aujourd'hui, surtout à cause de ça. Même si on leur propre service de police, le service de police du Nunavik. Donc, c'est un exemple patent de colonialisme. Ouais. Et Kimik, le Michel Jean, est un livre fabuleux qui explique un peu cette histoire-là, mais toujours en étant... c'est pas juste de la grosse victimisation, là. Je veux dire, c'est une histoire d'amour, encore une fois. C'est vraiment une littérature qui peut être douce, mais qui est éducative aussi en même temps. Je pense que c'est une belle recommandation parce qu'on voit aussi qu'il y a cette sagesse de commencer par l'information. La première chose à faire, c'est de lire, de s'informer. Et je pense que ce faisant, l'action vient un peu naturellement. Tu me corrigeras si j'ai tort, Charles, mais plus on s'informe sur un sujet, plus naturellement on se retrouve à implémenter ce sujet-là dans notre vie de tous les jours et ainsi de suite. Ouais, ça arrive aussi avec des considérations un peu plus philosophiques. Je veux dire, quand on entend ces genres de trucs-là, on se pose toujours la question, je veux dire, l'action, je veux dire, c'est vrai qu'en effet, on s'éduquant, puis on se dit, bon, ben voyons, là, on est conscient de tout ça, puis comment est-ce que c'est possible que tout ça s'est passé, mais il y a des gens qui sont aussi éduqués, qui ont fait en sorte que ces genres de choses-là arrivent. Vrai? C'est vrai, et c'est ce qui est quelque peu... Mais c'est troublant quand même que la nature humaine, des fois, nous porte à faire des choses qui... Ben, on voit comme le fédéral et le provincial qui se déresponsabilisent. C'est probablement une question de « Oui, mais ça, c'est pas de ma faute et c'est pas à moi de telle affaire. » C'est ça, regarde ce qui est écrit. Mais c'est le partage des compétences. Ben voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. On commence à voir que c'est la compétence de tous de s'éduquer par rapport à ce sujet-là. Puis, intéressant. Justement, par rapport à ça, peut-être vraiment une question un petit peu... On se relance. Là. Non, ben oui, je dirais oui. Plus philosophique, là. Avec tout ton voyage que tu connais et tout, est-ce que l'humain est fondamentalement bon en tant que pion? Ah, Charles, ça, c'est une question que j'adore. Mais... Oh mon Dieu, je pensais pas faire un cours de philosophie aujourd'hui. Surprise! Oui, c'est ça. Bon matin. Est-ce que l'humain est fondamentalement bon? Paul, peux-tu répondre à cette question? C'est une question. Non, mais OK, j'y vais un petit peu loin. Attends, on va tenter des réponses. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'on est bon, mais qu'on devient mauvais. De par l'environnement difficile dans lequel on est. Mais je pense qu'on est pur. Dans les cultures autochtones, les enfants, ce sont des êtres de lumière. C'est le futur, c'est l'espoir. Donc, je pense que les enfants, même s'ils peuvent être méchants entre eux, je pense qu'on est profondément humain et bon. Pour la grande majorité. Je veux dire, il y a comme toujours des sociopathes, là, mais... si on prend les troubles mentaux et on les met de côté pour la généralisation... C'est ça. Est-ce je pense qu'on est... l'insouciance que, par exemple, pour les peuples autochtones, c'est cette lumière-là, c'est-à-dire, ça vient de où, ça? C'est parce que... Je pense pas que ça vient d'une insouciance. Je pense que ça vient de la sagesse des enfants. Je pense que les enfants sont bons, sont humains, sont connectés à leurs émotions. Ils n'ont pas compris les codes sociaux, s'habiller, c'est pas très important. Comment est-ce qu'on... Le jugement des autres, là, des jeunes enfants, là, par exemple, un enfant de 2 ans, là, lui, il veut juste s'amuser. Il est dans la naïveté et la pureté de l'enfance. Donc, je pense, pour répondre à ta question philosophique super intéressante, je pense que les êtres humains, on est bons, mais que ce qu'on va vivre va pas nécessairement nous rendre mauvais, mais va faire qu'on fait des actions mauvaises. Ouais. Je pense que c'est très rare des personnes qui sont vraiment mauvaises, tu sais. Parce que même, tu sais, par exemple, une personne autochtone qui commet une agression sexuelle, c'est peut-être pas une mauvaise personne, mais c'est peut-être une personne qui a été victime d'agression sexuelle dans son enfance. Souvent, les contrevenants autochtones sont des victimes eux-mêmes. Ouais. Donc, c'était pas une mauvaise personne à la base. C'est une personne qui est née
dans un environnement difficile, peut-être dans un surpeuplement de logements, avec des parents qui ont manqué d'amour parce que leurs parents ou leurs grands-parents sont allés au pensionnat. Donc, vous voyez la roue qui tourne et le cycle de la violence. Donc, cet homme-là est peut-être pas mauvais dans son essence, mais a eu des mauvais comportements. Parce que là, il y a eu la consommation d'alcool pour pouvoir faire plus passer les traumatismes puis oublier tous les traumas qu'il a. Les mauvais comportements, c'est une genre d'externalisation, si on veut. C'est une souffrance. Ouais. C'est une externalisation de la souffrance profonde humaine. J'adore ça. Je pense que c'est ça, ma perspective des choses. Je pense que j'ai jamais rencontré de personnes foncièrement mauvaises dans ma vie. Même si j'ai rencontré des personnes qui ont commis des agressions graves. Et j'adore cette réponse. Puis Charles, je pense que tu l'aimes aussi parce que c'est une réponse, tout comme toi, qui est emplie d'espoir en quelque sorte parce que l'humain est fondamentalement bon. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui mais j'ai l'impression que, comme tu dis, on est bon. J'ai beaucoup aimé ça. Mais qu'on apprend un peu avec les expériences à laquelle on traverse. Et, par exemple, nous, je dirais pas que j'ai traversé une expérience traumatisante, mais pour des gens que c'est pas nécessairement des expériences traumatisantes qui travaillent, mais on apprend peut-être à s'aveugler aussi avec la manière que la société est formée, ainsi de suite. Et donc, on rentre dans des codes. Est-ce que ça fait de nous des mauvaises personnes ou est-ce que ça fait de nous des personnes un peu institutionnalisées en quelque sorte? Et Charles a posé une question philosophique. C'est à mon tour. Par contre, moi, j'ai eu la gentillesse de la mettre sur la fiche. Mais je vais la poser comme ça. J'ai peur. Moi, j'aime bien... Je trouve que ça en dit beaucoup sur une personne quand on pose la question « Quelle est ta raison d'être? » J'ai l'impression que ça force à une certaine réflexion, une introspection sur tout ce qu'on a fait, où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on veut laisser derrière. Je trouve que ça fait un beau portrait. Donc, je la pose en ce moment et tu y réponds comme tu veux. Aucune balise, mais pourquoi es-tu ici, Geneviève Richard, dans ce monde? Merci pour la question. Encore là, hautement philosophique, j'adore. Mais le droit à la philosophie, je veux dire, c'est la même chose. Le droit à la philosophie, la science, l'éducation. Calme-toi, là, tu pars. Tout est là. Tout est dans tout. Tout est dans tout, c'est ça, exactement. Là, on a 2 hémisphères dans le cerveau. Mais c'est ça. Mais dans les perspectives autochtones, d'ailleurs, tout est lié. C'est vrai. Tout est lié, les perspectives holistiques. On le voit aussi beaucoup dans l'art autochtone. On voit toujours un fil entre, par exemple, un arbre, puis un castor, puis une personne. Donc, tout est lié. Donc, on reste dans les thèmes autochtones ici. Mais j'adore le lien. Tu le ramènes quand même. C'est brillant. Suivez-moi. Oui. J'adore cette question parce que, avec ma sœur, on a eu cette discussion-là récemment. Donc, on a parlé... Vous avez juste parlé de la raison d'être. On a parlé de notre mission de vie toute une soirée. C'est avec ma sœur, dont je suis très proche, je la salue d'ailleurs. Allô, Laurence. Bonjour, Laurence. Et ça partait dans tous les sens, puis c'était super émotionnel parce que c'est comme si on se connecte à notre âme. On sort un peu de notre intellect parce que même si je suis une personne vraiment intellectuelle, j'aime ça rentrer dans mes émotions, j'aime ça rester connectée. Et je pense que ma mission de vie, c'est d'éduquer les gens sur les questions autochtones. Je pense que c'est de tenter de changer les choses pour que les personnes autochtones, au Québec du moins, reçoivent des meilleurs services et qu'on puisse reconnaître leur humanité et qu'on puisse les desservir comme étant des humains à part entière. Moi, je pense que ça fait partie de ma mission de vie, puis c'est pour ça aussi que j'adore enseigner à l'université. Vous le demanderez à mes étudiants, je pense qu'ils ont toute qu'une ride avec mon cours. Comment ça? On a un avant-goût dans le podcast en ce moment. Parce que, je veux dire, là, on passe quelques heures ensemble, mais, tu sais, je veux dire, 12 cours de 3 heures avec moi, je veux dire, c'est intense. Moi, j'imagine le cours 1, les étudiants arrivent, ils se font mettre un quiz. Alors, exact, comme ils devraient. Et je pense aussi que mon enseignement est profondément humain. Je suis une juriste à la base, mais je parle aussi des personnes autochtones que j'ai rencontrées sur le territoire. Et je veux que mes étudiants entendent les voix des personnes autochtones, surtout les voix des femmes autochtones que je valorise beaucoup parce que c'est les voix qui ont été le plus tues dans la société. Parce que c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité des discriminations. Donc, le sexisme et le racisme. Donc, être femme et être autochtone, tu vis une double discrimination. Donc, c'est les femmes qui ont été les plus discriminées dans la société. Puis c'est pas pour rien qu'il y a eu une enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées. Parce que c'est les femmes autochtones qui se font assassiner et qui disparaissent de façon absolument disproportionnée par rapport à tout type d'autres femmes de n'importe quelle autre nationalité au Canada. Donc, pour répondre en fait à ta question, je pense que je l'espère bienvenue sur cette terre pour rendre de meilleurs services pour les Autochtones, pour moi-même m'éduquer sur les questions autochtones constamment. Parce que j'apprends tellement. Mes meilleurs professeurs, c'est les personnes autochtones sur le terrain. C'est les aînés. Moi, j'ai bien beau avoir 2 maîtrises, avoir un bac en droit, d'être juriste, d'être avocate. Je peux bien avoir une petite sagesse de ma vie, mais mon Dieu que j'ai pas leur vécu et j'ai pas leur connaissance ancestrale. Et eux, les aînés, quand je leur dis « Mon Dieu, mais vous êtes des bibliothèques », ils disent « Oui, mais la vraie bibliothèque, c'est le territoire. » La pharmacopée, tout ce qui est là, c'est le territoire. Et eux, les aînés, hyper humbles, encore une fois, ils disent, c'est pas nous les experts. Les experts, c'est le territoire. C'est les animaux, c'est la forêt, c'est le ciel, ce que je vous dis un peu, ça peut faire partie des traditions juridiques autochtones. Oui. Il y a beaucoup de traditions juridiques autochtones qui sont liées au territoire, comme le droit naturel ou autre. Donc, en tout cas, c'est tout ça pour vous dire que j'apprends toujours en me déplaçant sur le territoire. Puis d'ailleurs, j'ai fait le décompte récemment dans les 55 communautés, maintenant que vous connaissez le chiffre. J'en ai fait à peu près une trentaine. Donc, tu sais, un petit peu plus que la moitié des communautés que j'ai visitées. J'aimerais ça les visiter toutes un jour. Puis, je vais me déplacer sûrement en septembre pour aller visiter les Mi'kmaq avec qui je collabore au ministère de la Justice. Mais ce que je veux le plus, c'est vraiment me déplacer le plus sur le territoire pour voir ce qui se passe sur le terrain et pas juste rester dans les grands arrêts de la Cour suprême ou de rester dans nos bureaux de fonctionnaires qui sont très importants. On offre des services très importants, mais je pense que c'est important de rester connecté pour ensuite ramener à la société, aux étudiants, tout ça, aux autorités, ce qui se passe sur le territoire. Puis, une chose aussi qui transparaît énormément, là, quand tu parles, quand tu expliques justement tout ça, c'est que tu es une femme qui est passionnée par ce que tu fais. Merci. Puis ça, non, mais c'est vrai. Très clairement. Ça paraît, puis ce que je trouve incroyable et beau par les gens qui sont passionnés, c'est justement cette espèce de force-là qui inspire des gens qui sont complètement, je veux dire, on l'a vu tantôt, là, on connaît pas ça du tout. Mais comment est-ce que ça... Non, mais sans blague, que ça l'inspire des gens qui se connaissent rien à dire, mais mon Dieu, je vais le lire, moi, le livre. Oh mon Dieu, ben, je vais m'intéresser à ça. Ça me tente d'écouter un autre podcast. Ça l'éveille quelque chose en nous, une espèce d'excitation, une espèce d'optimisme qui est vraiment débordante. Puis, ma question là-dedans, c'est... Ouais, c'est ça est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui se cherchent dans la vie, peut-être en général, peut-être qui cherchent une passion, mais avant d'avoir une vie qui est remplie ou justement aussi passionnante, si on veut, que la tienne, ben, je dis pas avoir la même vie que toi, mais tu comprends un peu le principe de la question. Oui, je comprends. Oui, absolument. Sortez des sentiers battus. Arrêtez d'être dans des endroits où tout le monde est tout le temps. Sortez des sentiers battus, autant dans vos têtes, dans vos cœurs, qu'avec vos jambes, sur le territoire ou dans le monde. Sortez littéralement, de chez vous. Oh oui, moi, là, littéralement. Là. Moi, honnêtement, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Puis comme quand je suis dans un avion, tu sais, la première fois, j'étais à la Kuujjuaq, mais j'étais stressée. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais voir à Kuujjuaq? Tu sais, comment ça va se passer? Mais j'étais comme, je sors des sentiers battus. Je sors de mes sentiers. Et ça me fait du bien parce qu'à chaque fois que je visite une communauté ou peu importe, je m'ouvre sur le monde. Je m'ouvre sur une différente langue, sur une différente culture, sur de la différente nourriture. Donc, sortez de vos sentiers battus, même intellectuels. Si on a toujours les mêmes schèmes de pensée, à un moment donné, les fameux patterns, à un moment donné, il faut s'ouvrir. Fait que moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma vie, autant personnelle que professionnelle, sortir des sentiers battus et saisir les opportunités. Parce que, je veux dire, j'ai jamais appliqué pour un poste pour devenir procureur d'une commission d'enquête, là. Il n'y en avait pas d'application. C'était comme, ils sont venus me chercher parce que j'étais avocate déjà en droit autochtone et j'étais à Val-d'Or. Donc, ça a été super facile de dire, bon, mais procureur junior, Geneviève Richard est là, let's go. Je veux dire, j'habitais à pied, en plus, de la commission d'enquête, je marchais. Je veux dire, c'est juste des espèces d'opportunités de vie qu'on faut saisir. Il faut absolument les saisir. On peut pas dire comme « Ah oui, mais ça faisait pas partie de mon planning, puis de mon plan. » Ah, pas de plan. Vous pouvez avoir un enlignement, mais pas un plan.
ou un plan, mais soyez flexible à le changer. Effectivement. Et je pense il faut que être ce flexible, que il faut j'aime- être ouvert. Ce que j'aime aussi de la réponse, c'est qu'à force de sortir des sentiers battus, les opportunités se présentent. Absolument. Puis faire des choses aussi qui vous conviennent à vous, qui vous rend profondément heureux à vous. Pas des choses que vous devez faire. Pas des choses parce que vos parents aimeraient que vous fassiez ça. Ou que la société vous dit qu'il faut jouer ce rôle-là. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne non-binaire, peu importe, en tant que personne autochtone ou allochtone. Faites ce qui vous plaît à vous. Mais ça, c'est difficile de se reconnecter à soi-même, pour revenir un peu dans la philosophie, parce qu'on est souvent cadré. Il faut rentrer dans un moule. Moi, j'essaye de me démouler. Vous avez entendu la leçon du jour. Ouais, Démoulez-vous, nom de On Dieu. se démoule. On se démoule. Moi, c'est vraiment ça que j'essaie de faire, mais tout en rentrant quand même dans des codes. Là, je veux dire, je trouve ça important de pouvoir... Vivre en société. c'est ça, vivre en société, je veux dire, de façon décente, tout ouais. ça, mais... et tu sais, d'être la meilleure avocate que je puisse être, d'être la meilleure personne que je puisse être, tout ça. Mais ouais, sortez des sentiers battus, démoulez-vous. Voilà. C'est traîtrement bien dit. Honnêtement, c'est vraiment bien dit. Puis honnêtement, sur cette note-là, je te remercierais sincèrement, Geneviève Richard, d'avoir participé au podcast. C'était vraiment un plaisir. Oui, je pense que c'est une... Disons, je rencontre pas beaucoup de personnes dans le monde qu'on peut dire ça, mais tu es à la place où tu devrais être, dans le sens que j'ai confiance et je pense que c'est une personne qui n'a pas peur de secouer les gens. Et je pense que c'est exactement ce que ça prend pour la mission que tu as dans ta vie. Et je trouve que c'est très beau. Merci. Merci Ça me beaucoup touche pour ton temps. profondément. Merci, c'est très Merci, apprécié. messieurs. Alors, merci d'avoir écouté cette belle conversation. J'en sors un peu bouleversé. On a appris énormément. Qu'est-ce que tu en penses, Charles? Oui, absolument. Non, tu as raison. Puis toi, c'est quoi ton moment fort? Ben, moi, c'est moi un moment fort, mais c'est en fait... Alors, quand j'ai eu affreusement tort, j'avais 2019 en date, finalement, c'était pour un autre événement qu'on a oublié de revenir dans la discussion. Et on va vous le dire tout de suite, Maître Richard nous en a informé après. En fait, en 2019, c'était la dernière année où il y a eu une stérilisation imposée des femmes autochtones au Québec. Donc, on voit que c'est démesurément récent. 5 ans, c'est rien en droit. 20 ans, c'est rien en droit. Fait que 5 ans, on s'imagine. Et stérilisation imposée, c'est archaïque comme principe. Donc, ce fut un choc d'entendre ça suite à la discussion. Toi, Charles? Ouais, ben t'en moi, retiens-tu? honnêtement, dans la même veine, sans blague, c'était aussi la prise de conscience qui n'était pas nécessairement très confortable d'apprendre toutes ces histoires-là sur les pensionnats, entre autres. Là, on est allé vraiment dans les détails, les chambres de torture, les petites cages et tout. C'était bouleversant, là, honnêtement. Puis moi, ça m'a inspiré à en apprendre plus sur le sujet parce que je pense que c'est vraiment des enjeux qui ont affecté une génération complète. Donc, moi, je dirais que ça soit ça, que c'est ça mon moment Si fort. vous voulez en apprendre plus, l'auteur Michel Jean, TVA Nouvelle vrai. en ce moment, son poste, je Oui, pense. oui. N'hésitez pas. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, suggestions d'invités, des commentaires, écrivez-nous à 1001voixdusuccès@gmail.com. Ça nous fait plaisir de recevoir. Et en cette belle journée des Autochtones, on vous le dit. Olé Noé!